Hey, salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, dans ce temps un petit peu spécial, temps de crise, mais j'aimerais vous rassurer, ça sera pas de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Parce que non, c'est sûr que j'avais pensé faire des choses spéciales avec toute la situation qui arrive, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais même pas le mentionner, le nom de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Mais bref, je veux que vous sachiez, mes amis français, parce que beaucoup de mes fans, ou plutôt de mes viewers, j'aime mieux dire, c'est plus modeste, sont en France. Et bref, mon cœur et mon esprit vont à vous tous avec tout ce qui est en train d'arriver. Beaucoup de personnes sont confinées à la maison. C'est pas encore le cas au Québec, mais c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. On est fortement conseillé d'arrêter de voir du monde et de faire des attroupements et de rester à la maison, comme dit M. Legault, away à maison. Mais bref, aujourd'hui, on se change les idées. Vu qu'on est à la maison, on va faire du dossier mystère and chill, comme vous voyez à l'écran. Donc, ça va être dans le format un peu de MVA ou Mystère Voilé Analyse, où ce que je vais mettre un dossier mystère, on va l'écouter ensemble, je vais après ça donner mes commentaires sur l'épisode. Si ça va bien et que YouTube me laisse montrer un épisode complet de dossier mystère, j'aimerais apporter le format live. Parce que je crois en effet que la saison, on était rendu à quoi là? La saison 8 avec le dernier vidéo que j'ai fait devrait arriver à sa fin. Vous savez que j'aime beaucoup changer de saison. Quand je change de saison, ça veut pas dire que tout est terminé. Ça veut juste dire que je vais me mettre à travailler sur un autre intro, peut-être un autre style pour la chaîne. Je vais essayer de changer un peu les choses. C'est ça que ça veut dire, une autre saison. Et bref, on est rendu à ce temps-là, je crois. La saison 8 va tirer à sa fin. Donc peut-être que je vais adopter ce petit genre de vidéo-là pour chiller, pour se changer les idées, surtout si on reste confiné à la maison plus longtemps et que cette situation ne s'arrête pas de sitôt. Ben au moins, on va prendre ce qui passe du bon côté, on va en profiter, la gang, et on va essayer de chiller un peu ensemble. Donc, allez vous chercher un drink si c'est l'heure pour vous. Allez vous chercher une bière. Moi, c'est encore le matin. Donc, on va y aller avec le G-Fuel. Aussi, le café ferait l'affaire. Mais moi, je suis un gars de G-Fuel. Fait qu'allez vous chercher un drink, de quoi manger. On se tape des dossiers mystères ensemble. Je vais vérifier si l'intro sonne bien. Et on part ça, la gang. Let's go vous écouter. Mystère voilé. Et voilà, le problème est réglé. Il y avait un petit bruit qui m'énervait pendant l'intro, un petit bruit de fond, et j'ai trouvé c'était quoi? C'était ma carte de son qui était trop proche de mon routeur, ou plutôt de mon modem internet. Ça faisait des interférences, donc désolé pendant la petite intro, mais ça me tente pas de la réenregistrer. Je trouve que le mode est trop parfait. Donc j'ai rajouté la petite musique là, puis j'espère que vous en êtes pas trop aperçus. Bref, continuons dans les plans. J'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher votre drink, que vous avez pesé sur pause. Sinon, c'est encore le temps d'aller chercher de quoi boire, à manger et chiller avec Mystère Voilé. Tabarouette, ça rime. Donc, startons ça. On va écouter aujourd'hui l'épisode 9 de Mystère Voilé qui s'appelle Les véritables dossiers X. Si je me souviens bien, c'est pas quelque chose que j'ai joué. Plutôt qu'on a déjà regardé ensemble, mais gars, on peut aller vérifier ensemble. Dans mes vidéos, je suis dans mon compte de gaming. D'ailleurs, c'est peut-être là que vous allez pouvoir voir le podcast. Parce que, c'est vrai, c'est dans la première intro que j'ai refaite. Je disais dans l'intro qu'on a décidé de mettre le podcast que je faisais de jeux vidéo avec mes chums en télétravail, un peu à distance. Donc, on est en train de setter ça et on va faire des tests pour peut-être même mettre ça live. Donc, si vous voulez venir voir ça, ça va être sur la chaîne C'est pas pour les doux. La chaîne que j'ai pas ici. Donc, vous allez marquer C'est pas pour les doux. Et théoriquement, la chaîne, vous la voyez ici, c'est PPLD Podcast. Vous pouvez vous abonner à ça. Le podcast va peut-être être live un petit peu là-dessus. Donc, c'est quoi je disais que j'étais en train de faire? Ah oui, vérifions si on a regardé ça ensemble, cet épisode-là, que je ne les ai pas joués. On va aller voir dans mon YouTube Studio, je devrais les avoir, tout ce que j'ai unlisté. De toute façon, avec la magie du montage, vous allez voir, drette, là, on va l'avoir trouvé. On a fait l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 et l'épisode 6, théoriquement. Mais pourtant, il y a l'épisode 8 que je me souviens avoir fait, avoir regardé avec vous. Donc, je sais pas si je la faisais juste en petits segments. Mais bref,
On va y aller sur Dailymotion. D'ailleurs, c'est une belle page, ça, si vous voulez les écouter vous-même, l'Esprit paranormal, Overblog, parce qu'ils sont sur Dailymotion, mais ils sont durs à trouver. Si vous vous souvenez pas comment ça fonctionne, MV Analyse, c'est qu'on écoutait un épisode au complet ensemble, et plutôt un segment, et après le segment, je m'en allais dans les commentaires avec vous en live, c'est ça qui va arriver, mais là, vu que je suis tout seul, je vais un peu déblatérer après chaque segment. J'essaye de faire rouler chaque segment un après l'autre, comme là, on vient de voir l'introduction. Là, d'habitude, Michel Dumont revient, fait une mini-introduction du segment. On voit le segment, après ça, je pèse sur pause et je donne mon opinion. Si je les réupload en petits blocs de 15 minutes, je coupe d'habitude l'introduction de Michel Dumont. Je fais ma propre petite intro et conclusion avec vous dans le chat. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Allons-y! Avec les années, le phénomène des ovnis a été associé à une foule d'observations d'objets insolites. En y regardant de plus près, on constate que le lien entre ces anomalies et les ovnis n'est souvent justifié que par le manque de preuves, plutôt que par des indices irréfutables. Mais au chapitre des phénomènes étranges, l'absence de preuves n'est pas forcément la preuve de l'absence. Oh, c'est songé tout ça? Le rendez-vous avait été fixé dans un centre commercial de Victoria. 2 jours plus tôt, Grant Braylen a observé un ovni et en a discuté sur les ondes de son radio CB pour apprendre qu'un autre homme de la région, lui aussi, avait été témoin du phénomène. Comment les attirer? Drette de même, les hommes Les 2 hommes ont noirs. convenu de se rencontrer pour échanger leurs observations respectives. Mais voilà, l'homme avec qui Grant avait rendez-vous ne viendra pas. Il s'est cassé le bras. Ah. Brayland prend soudainement conscience de l'étrange ambiance qui l'entoure. Seuls 2 hommes, apparemment des jumeaux identiques, se tiennent un peu en retrait, comme s'ils attendaient de pouvoir utiliser à leur tour le téléphone public. What is your name? Where do you live? What is your number? Les hommes ne lui ont pas demandé son numéro de téléphone, mais son numéro, comme s'il s'agissait de son identification personnelle. Braylen regarde les 2 hommes s'éloigner. Soudain, il entend une voix, comme si quelqu'un chuchotait derrière lui. Il se retourne, mais il n'y a personne. Lorsqu'il jette à nouveau un regard en direction du terrain vague, les 2 hommes ont disparu, comme s'ils étaient tout simplement passés au travers d'un mur invisible. Quoique surprenante, la rencontre de Grant Braylen n'est pas unique dans les annales de l'inexplicable. Depuis les années 1950, de nombreux témoins ou enquêteurs du phénomène OVNI affirment avoir reçu la visite de ces mystérieux personnages en complet sombre. Je pense que les premières histoires d'hommes en noir remontent au début des années 1950. Et elles ont toujours été associées à des affaires de rencontres avec des ovnis. C'est l'aspect le plus sinistre de ces rencontres. À cette époque, il y avait beaucoup d'histoires de bons extraterrestres rencontrant des gens. Les hommes en noir étaient en quelque sorte une version des mauvais extraterrestres. Et leur rôle était essentiellement d'étouffer les histoires d'ovnis. C'est un phénomène qui est aussi vieux que l'ufologie. L'affaire des hommes en noir débute en 1952 au Connecticut. Cette année-là, un certain Albert Bender fonde l'International Flying Saucer Bureau, un organisme voué à l'étude des ovnis. L'association connaît un succès immédiat. Puis, à l'automne de 1953, Bender annonce aux membres qu'il laisse tout tomber. Et en quelques jours, l'organisme n'est plus qu'un souvenir. « 3 ans plus tard,
Dans un livre intitulé They Knew Too Much About Flying Saucers, ils en savaient trop sur les ovnis, Gray Barker, un ami de Bender, raconte les raisons qui ont poussé son collègue à quitter l'univers des ovnis. Bender lui a confié avoir reçu la visite de 3 hommes vêtus de noir qui lui auraient conseillé de se retirer avant que les choses ne tournent mal. Ces mystérieux personnages visiteraient témoins et enquêteurs pour leur faire savoir qu'on les surveille. Oui, je crois que le gouvernement a exploité le phénomène des hommes en noir pour intimider des témoins. Mais je ne crois pas que cela ait été fait de façon soutenue. Je pense que le phénomène a plutôt été utilisé de manière sporadique, pour oui intimider des témoins, mais aussi pour créer une forme de confusion. Je sais que les gouvernements ont toujours été intéressés par les ovnis, que nous faisons face à une espèce de Watergate cosmique. Par contre, je n'ai trouvé que très peu d'éléments pour valider ces histoires d'hommes en noir. C'est ça que j'aime de Dossier Mystère, c'est toutes les interviews avec le monde de même, ça en rajoute un peu. Je vais en rajouter après le segment. Que les autorités souhaitent savoir ce qui se passe, c'est certain. Les ovnis sont à l'agenda de nombreuses agences de renseignement, et ce depuis fort longtemps. Mais je ne sais trop quoi penser des hommes en noir. Rien ne me force à accepter qu'ils soient des extraterrestres ou des agents à la solde des gouvernements. Je pense qu'ils sont plutôt le fruit d'imaginations trop fertiles, et que ces histoires ont été amplifiées avec le temps. Ça, c'est pas faux. Il n'y a aucune raison de croire à ces histoires d'extraterrestres en costume sombre. En 1978, Patricia Hayes était enquêteur pour la Canadian UFO Research Network. Elle a reçu une étrange visite qu'elle n'a jamais oubliée. Le 25 avril 1978, je me préparais à me rendre au JC Talk Show à CJCS, une station radio de Stratford, en Ontario. J'étais chez moi et revoyais mes notes sur la forme, la dimension et la vitesse des ovnis. On m'avait téléphoné à ce sujet et je voulais m'assurer d'avoir la réponse à leurs questions. Parmi les documents sur lesquels je m'étais arrêtée, il y avait une affaire d'homme en noir. J'étais familière avec ce sujet. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Drette quand elle checkait ça. Lorsque j'ai ouvert, j'ai reculé d'un pas, étonné. Would you like a photograph of your family or children? Sa façon de parler anglais était très saccadée, un mélange presque grotesque et absurde. Après avoir reçu la visite de ces hommes en noir, j'ai découvert que certains de mes dossiers avaient disparu. Beaucoup de gens croient que les hommes en noir sont des extraterrestres ayant pris forme humaine. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'agents du gouvernement qui se manifestent après une observation d'ovnis pour confisquer des documents ou pour intimider et menacer les témoins. Personnellement, je ne sais pas ce que sont les hommes en noir. Par contre, je peux vous assurer que si vous en rencontrez un, vous ne l'oublierez jamais. Par expérience, et je suis dans ce domaine depuis près de 30 ans, je peux parler de 2 incidents où j'ai pu m'entretenir avec des gens impliqués dans des histoires d'hommes en noir. Dans ces 2 cas, il m'apparaît certain que ces personnages étaient des extraterrestres. Je sais qu'il y a toujours ce débat, savoir s'il s'agit d'extraterrestres ou d'agents du gouvernement. Dans ces 2 cas, il s'agissait d'extraterrestres. Il est vrai que les apparitions rapportées d'hommes en noir coïncident étrangement avec l'observation de d'autres événements tout aussi inexplicables. Le 8 octobre 1981, une certaine Anna McRoberts photographiait par hasard un étrange disque argenté près de Kelsey Bay, dans le nord de l'île de Vancouver. La photographie, soumise à une batterie d'expertise, est considérée aujourd'hui comme l'une des plus crédibles de l'histoire des ovnis. Curieusement, la photo de McRoberts, prise le 8 octobre 1981, survient à peine 5 jours après l'observation de Grant Breland et 3 jours après son étrange rencontre avec d'inquiétants hommes en noir dans un centre commercial de Victoria. Simple coïncidence? Malgré l'intérêt que soulève le dossier des hommes en noir, aucun enquêteur n'a réussi à ce jour à percer leur identité. Si homme en noir il y a, bien sûr. Il n'existe aucune photographie,
aucun document, ni aucun film sur ces curieux personnages. Si les hommes en noir existent, ils sont vraiment passés maîtres dans l'art d'être discrets. Ouais, personnellement, moi, je le donne aux agents du gouvernement. Là, tu sais, je trouve ça tellement pratique. Si, mettons, j'étais le gouvernement, oh, c'est les aliens, c'est les extraterrestres, puis pendant ce temps-là, ben, t'envoies des agents un peu bizarres aller récupérer des dossiers que tu veux pas que le monde un peu découvre. Je trouve ça très pratique, convenient, comme on dit en anglais. Donc, moi, j'achète moins un peu la sauce des aliens et tout. J'étais un gars tout le temps plus un peu rationnel. Ben, j'essaye. Il y a bien des choses que je fais qui sont pas rationnelles, là, mais mettons que j'ai à choisir entre soit la pensée magique ou l'esprit, le Saint-Esprit, ou même croire aux extraterrestres ou n'importe quoi de même. Je vais tout le temps penser que c'est plus fait par les humains que la voix divine ou la voix un peu surnaturelle, personnellement, mais c'est comme ça que je suis. En tout cas, dans mes croyances profondes. Mais bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les hommes en noir extraterrestres ou agents du gouvernement chargés de cacher beaucoup d'affaires au peuple? Le débat est toujours ouvert. C'est quelque chose, comme ils disent, que ça fait tellement longtemps que ça run. C'est rendu comme un cliché, on peut dire. Hein? Et c'est ça que j'aime, je voulais rajouter tantôt de Dossier Mystère, c'est voir toutes les opinions des soi-disant experts ou des personnes qui ont l'air de plus connaître ça un peu. Là, peut-être que c'est des acteurs, on va se le dire, je le sais pas. Mais au moins, ils essayent tout le temps d'avoir un peu des deux. Genre, il y en a qui croyaient que c'était des agents du gouvernement, il y en a un autre qui disait que c'était des aliens. Puis j'aime un peu l'approche qu'ils ont. Ou plutôt qu'il y avait Dossier Mystère au début, parce qu'à la fin, je sais pas si vous avez écouté Dossier Mystère à la fin, quand c'est plus Michel Dumont, là, je sais même pas s'il a fait de la saison 2 Dumont, mais ça devient plus ma tasse de thé, comme on peut dire, là. Ça devient juste du paranormal à la fin. Puis comme je vous dis, ou je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis pas un gros tripeux de paranormal. C'est pas quelque chose qui m'accroche beaucoup. Je vise, ou plutôt je juge personne en disant ça. Je suis abonné à un gars que je suis quand même assez, qui m'a aidé beaucoup dans ma chaîne, David Garcia, le paranormal du 24. Et regardez, je respecte entièrement ce qu'il fait. C'est juste pas ma tasse de thé personnellement ou quelque chose que moi je crois ou que j'adhère. Mais ça, on a toutes nos croyances personnelles et je juge personne. Sur ce, continuons. On est rendu au deuxième segment, le deuxième sujet de Dossier Mystère. Let's go, mon Dumont, porte-nous ça, man. Dans les années 1950 et 1960, l'intérêt des gouvernements pour la question des ovnis était notoire. Cet intérêt, souvent auréolé de mystère, a parfois donné lieu à des épisodes nébuleux, d'où probablement toutes ces rumeurs de conspiration et d'hommes en noir. Ah. Au Canada, le plus fameux de ces épisodes a un nom, l'affaire Michalak. Je sais pas si ça va ressembler à l'affaire que j'avais parlé, là, qui était sur les 2 pièces. Je sais pas si au montage, je pourrais le faire popper à quelque part. Là, nous autres, on avait fait des 2 pièces spéciales au Canada sur une rencontre historique d'OVNI. Ben, historique, c'est une des rencontres qui a été documentée et que le monde croit le plus qu'il y avait vu de quoi qui est... En tout cas, qu'on pouvait pas expliquer, du moins, ça c'est sûr. Bref, je vais essayer de le faire popper à l'écran, comme je dis. Continuons. Le 20 mai 1967, vers 5h30, Stéphane Michalak s'apprête à quitter son motel en bordure de l'autoroute transcanadienne dans le secteur boisé du parc provincial de White Shell au Manitoba. Même s'il travaille comme mécanicien pour une entreprise de Winnipeg, sa véritable passion, c'est la prospection minière. En ce magnifique samedi matin, il compte marcher jusqu'à Falcon Lake, près de la frontière ontarienne, pour y faire un peu d'exploration. En début d'avant-midi, il localise plusieurs rochers qui lui semblent riches en quartz. Il s'y arrête et commence ses investigations. Soudain, vers 12h30, il entend un curieux bourdonnement. En levant la tête, il aperçoit 2 objets de forme oblongue surmontés d'un dôme qui se dirigent vers lui.
Un des appareils commence alors sa lente descente pour se poser à quelques mètres du prospecteur pendant que l'autre poursuit sa route vers l'ouest. Vu de plus près, l'engin a plutôt l'allure d'un disque que d'un cigare. De plus, la couleur rougeâtre que l'objet avait en vol fait maintenant place au gris et a un peu l'aspect du métal poli. Pendant plus d'une demi-heure, Michalak observe et dessine l'objet. Cette mystérieuse rencontre de mai 1967 allait marquer Stephen Michalak pour le reste de ses jours. Stephen Michalak émigre au Canada en 1948, après avoir vécu les rudes années de guerre dans sa Pologne natale. En 1967, il travaille comme mécanicien industriel dans une cimenterie. Michalak est un homme rigoureux, honnête et un travailleur acharné qui n'a jamais eu tendance à fabuler sur des êtres venus de l'au-delà. Mon père n'avait pas la moindre idée de ce qu'il avait vu, pas même un soupçon. De prime abord, Michalak croit avoir devant lui un prototype militaire américain. Soudain, un peu à la manière de l'iris d'une caméra, une porte s'ouvre sur le côté de l'engin. Michalak entend alors des bruits, et ce qui lui paraît être des voix. Lorsqu'il a entendu ces voix, il s'est dit « Peut-être ces Américains ont-ils besoin d'aide ?» Il s'est approché et a crié « Hé les Yankees, avez-vous besoin d'aide? Je pourrais vous donner un coup de main pour réparer votre engin. » Les voix se sont tues. Alors il s'est dit « Ce ne sont peut-être pas des Américains après tout. » Et comme il était polyglotte, il s'est adressé à eux en russe. Même chose, toujours pas de réponse. Il s'est approché encore plus de l'engin, qui devait faire 4 mètres de haut, et il s'est glissé la tête par l'ouverture. Il a vu alors une rangée de lumière qui clignotait, un peu comme les voyants des ordinateurs des années 1960-1970. Il n'a pas vu d'autres détails. Par contre, il a noté que les parois de l'engin, du moins à en juger par les coutilles, étaient très épaisses. Il a entendu des bruits. Qu'est-ce que c'était que ces bruits? Il ne pourrait pas le dire. Il n'en avait pas la moindre idée. C'était comme des bruits de voix et des cliquetis. Un mélange de sons. La porte s'est soudainement refermée et l'objet a commencé à tourner sur lui-même. Sur l'un des côtés, il y avait une grille qui s'est retrouvée devant Michalak et d'où est sorti un jet de gaz brûlant. Il a été jeté au sol et ses vêtements se sont enflammés. L'engin a décollé et a disparu dans le ciel. Lorsque l'engin a décollé et qu'il a été atteint à l'abdomen par cette éruption de gaz brûlant, il souffrait terriblement. Mais ce qui est plus important encore, il réagissait physiquement à cette brûlure. La douleur est localisée. Mais lui vomissait, avait des nausées, et la tête lui tournait. C'étaient des symptômes plus proches d'une réaction allergique que d'une brûlure. À son retour, Michalak ne va pas bien. En plus de la douleur et des nausées, il doit constamment lutter afin de ne pas perdre conscience. De plus, il n'arrive pas à se défaire de cette odeur exécrable qui le poursuit. Moteur chauffé, mêlé de soufre et d'ozone. Il met 2 longues heures avant d'arriver au motel où il loge. Michalak, se croyant contaminé, fait en sorte d'éviter toute rencontre. Arrivé à sa chambre, on l'informe que la clinique la plus proche se trouve à Kenora, soit à 70 km plus à l'ouest. Michalak refuse de s'y rendre et préfère retourner le plus tôt possible chez lui à Winnipeg afin d'y être traité. De sa chambre, il appelle donc son épouse et lui demande d'envoyer leur fils le prendre au terminus vers les 22 heures. Son fils l'a conduit à l'hôpital où il a été traité pour ce qu'il disait lui-même être des brûlures occasionnées par un avion.
Sur la poitrine, il avait des brûlures au 2e et au 3e degré. Mais sur l'abdomen, les brûlures étaient légèrement différentes. Elles ont été décrites comme des brûlures chimiques. C'est drôle Ils ça. l'ont traité pour des brûlures, mais il ignorait pourquoi il était malade comme ça. Pas mal Pourquoi sûr. il ne répondait pas. D'où venait son étrange odeur. Il n'en avait pas la moindre idée. Les médecins l'ont traité pour des blessures superficielles et l'ont retourné chez lui. C'est à ce moment-là que Michalak a commencé à être très malade. Dans les semaines qui suivent, la vie de Stéphane Michalak tourne au cauchemar. Son état de santé ne s'améliore pas. Il perd 10 kilos. Il consulte son médecin personnel qui le réfère à un dermatologue, puis à un autre spécialiste. Malheureusement, aucun praticien ne semble bien cerner la cause des malaises de leurs patients. Parallèlement, Michalak doit affronter un autre volet du cauchemar. Peu après, mon père a finalement raconté son histoire. Il faut comprendre que pour un homme comme lui, la première idée était « si ces choses sont dangereuses, il faut le dire à quelqu'un ». Mais à qui? Un journaliste du Winnipeg Tribune s'est assis avec lui et a écouté son histoire, qu'il a ensuite publiée. Après, tout a dérapé. À partir de là, notre vie n'a plus été la même. Tout le monde a été impliqué. L'armée de l'air canadienne et la gendarmerie royale. Ces types se présentaient chaque jour à toute heure du jour pour poser toujours les mêmes questions. Racontez-nous votre histoire, demandait-il. Toujours la même chose. Mon père n'en revenait pas de cette folie qu'il avait déclenchée. En fait, jusqu'à sa mort, il n'a cessé de penser qu'il aurait mieux valu pour lui de se taire. Hey, ça a l'air le fun. Michalak doit composer avec la voracité des médias du monde entier, qui tentent par tous les moyens imaginables d'entrer en contact avec celui qui a touché une secoupe volante. Ils veulent le scoop. Papa avait raconté son histoire 1 million de fois, et il en avait un peu marre. Il a dit « tout ça est ridicule ». Ma mère en particulier détestait ce cirque médiatique. Ah, C'est alors que mon père a décidé d'écrire un livre. Entendons-nous, ce n'était qu'une petite planchette de quelques dizaines de pages imprimée par un ami de la famille. Il a dit à ma mère, si des journalistes viennent pour cette histoire, tu n'auras qu'à leur donner le livre, rien de plus. Aussitôt, les gens ont commencé à dire, ah, vous avez écrit un livre, vous devez avoir fait de l'argent. En fait, il n'a pas fait un sou. Au contraire, il en a dépensé. Ce qu'il voulait, c'était simplement avoir la paix. De tous les rapports d'enquêteurs à s'être penchés sur le cas Michalak, celui du sergent Biskey est sûrement de loin le plus loufoque. Le sergent Biskey de l'armée de l'air croyait qu'il était possible que toute cette histoire ne soit qu'un canular imaginé par Michalak. Il a écrit par exemple « Il est possible que Michalak ait eu quelques problèmes dans les bois, qu'il ait fait un barbecue et qu'il soit tombé sur la grille. C'est ce qui aurait pu occasionner ces curieuses brûlures. » Mais un examen des brûlures va plutôt dans le sens contraire. Si cela s'était produit de cette manière, les brûlures n'auraient pas eu cet aspect de damier, mais plutôt celui des lignes de la grille du barbecue. Cette idée n'avait pas de sens. Presque 1 an plus tard, alors qu'il était à son travail, il s'est écroulé. Il a commencé à enfler comme un ballon. Nous l'avons amené à l'hôpital où on nous a dit qu'il devait s'agir d'une réaction allergique. Puis les marques sont réapparues sur sa poitrine. pas mal sûr que En c'est cette désespoir de histoire-là, comme cause, je dis. Michalak paiera lui-même pour être suivi par les spécialistes de la réputée clinique Mayo de Rochester, au Minnesota. Ceux-ci diagnostiqueront d'ailleurs une irradiation de nature inconnue. Il n'y avait aucune explication à ces malaises. Les médecins étaient étonnés et son évaluation psychologique disait que Michalak n'était pas du genre à monter des histoires, qu'il était un homme très terre-à-terre et honnête. Ils n'ont trouvé aucune explication à ses symptômes ni à la mésaventure qu'il disait être la sienne. C'est demeuré un mystère. Jusqu'à sa mort en 1999, Stéphane Michalak ne variera jamais d'un iota dans sa description des événements. Si cette histoire l'a rendu célèbre, il n'en a jamais tiré profit. Bien au contraire, pendant des années,
il a été ridiculisé. Lui qui souhaitait simplement prévenir ses concitoyens d'une menace possible. On peut certes imaginer que Michalak ait monté toute cette affaire. Mais s'il s'agit d'une mystification, elle est très complexe. Et elle aurait nécessité une extraordinaire mise en scène. Je n'ai jamais rien vu qui aille dans ce sens. S'il s'agit de quelque chose de terrestre, de domestique, c'est très bien. Cela n'a aucune importance. S'il s'agit d'un engin extraterrestre, c'est très bien aussi. Cela n'a pas non plus d'importance. Ce qui est important pour nous, c'est que cela est arrivé à notre père. Ce type était de notre famille. Pour nous, cela était beaucoup plus important que de savoir quelle était la nature de cet engin. Ouais. L'affaire Michalak est sans contredit la plus sensationnelle histoire d'OVNI survenue au Canada. Encore aujourd'hui, on s'interroge sur la nature de cet objet observé par Stephen Michalak. Jusqu'à sa mort en 1999, le prospecteur est demeuré sur l'impression que ce qu'il avait observé était peut-être un prototype secret. Le problème, c'est que depuis 1967, ce prototype n'est jamais réapparu dans l'arsenal militaire des grandes puissances. Et si finalement, c'était tout autre chose? C'est très possible. C'est très possible que ça soit moi encore, que, comme vous savez, c'est quoi j'ai dit, si j'ai à choisir, je vais surtout choisir l'origine terrestre. Désolé, je cherchais mes mots. En effet, que ça peut bien être un prototype. Le fait de ne pas l'avoir revu, ça n'explique rien. Hein. Il y a beaucoup de prototypes. Justement, c'est un prototype. Ça veut dire que c'est pas développé. Donc, personnellement, il y a des grosses chances que vous le revoyez jamais. Et si vous le revoyez, c'est peut-être juste certaines parties du prototype qui est réutilisée ou c'est peut-être tellement transformé qu'on le reconnaît juste plus. Moi, je vais avec le terrestre. Et comme j'ai dit dans l'épisode, je suis pas mal sûr qu'il s'agit de ce cas-là, là, l'affaire Michalak. Je peux même aller vérifier pour le fun, là. C'est pas vraiment long, là, à faire. Ah, c'est un 20 $. Ah, tiens, oui, ça a plus l'allure, ça. Ben, regardez, je vais vous le montrer tant qu'à l'avoir trouvé. C'est en effet ce que je croyais, et je me souviens d'avoir parlé dans un de mes épisodes de Mystère Voilé, donc une pièce commémorative de cet événement. Pour certaines personnes, ça l'apporte à sa véracité. Puis il change de couleur dans le noir, il devient ça. Donc c'est ça en premier. Plutôt, ça ressemble à ça. Et quand on le met dans le noir, boum, ça devient cela. Allons-y la gang. Est-ce que je suis dans le bon? Yes, let's go. À en croire les sceptiques, les ovnis n'apparaissent qu'au-dessus des régions rurales. Et les témoins ne sont que de pauvres types incapables de faire la différence entre la planète Vénus et un vaisseau extraterrestre. Beaucoup de monde pense ça. Mais la réalité est bien différente. De nombreuses observations d'ovnis se sont produites au-dessus de grandes métropoles. Quant aux témoins, on compte parmi eux des médecins, des astronomes, des pilotes d'avion et des policiers, comme dans le cas de la place Bonaventure, à Montréal, en 1990. Ça aussi, je n'ai parlé. Pas mal sûr que c'est un épisode de Mystère Voilé, même. Je vais avoir pris des images de tout ça, je suis pas mal sûr. Ça me rappelle de quoi? Un homme presse le pas en cette soirée du 7 novembre 1990, rue Mansfield à Montréal. Il est 21h10. Si son regard se porte inlassablement vers le sommet des édifices du centre-ville, c'est qu'il se déroule dans le ciel montréalais quelque chose d'insolite. Notre homme s'arrête au Hilton de la place Bonaventure. Il y traverse promptement le hall d'entrée et se dirige tout droit vers les ascenseurs. Cet hôtel du centre-ville se distingue par sa piscine fonctionnelle les 12 mois de l'année, aménagée sur le toit de l'édifice. 12 mois? Mais en cette soirée de novembre, il s'y trouve plus de curieux que de baigneurs. Quoi, c'est chauffé, Chris, l'hiver? Une trentaine de personnes sont là, les yeux rivés sur un étrange objet volant, immobile au-dessus de leur tête. Reconnu ressemble à bon, une sphère tantôt, faite d'un métal sombre et poli. Tout autour, des lumières ambres jettent des reflets verts et jaunes à travers les nuages. Fébrile, l'homme place son appareil photo sur un point d'appui et tire quelques clichés. Marcel Laroche, journaliste au quotidien Montréal et La Presse, est loin de s'imaginer que ces clichés deviendront les pièces maîtresses de l'une des plus étonnantes observations d'OVNI de l'histoire du Canada.
Pourquoi faut que ça soit des clichés tout le temps, qu'on voit rien? Ben trop d'exposure puis de lighting. Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. La police de la CUM et la GRC sont même venus sur les lieux à la demande de plusieurs témoins qui se trouvaient à la piscine du toit de l'hôtel Bonaventure. Voici ce qui s'est passé. Selon le rapport rédigé par la GRC, entre 2 et 5 lumières et un faisceau lumineux quasi stationnaire ont été aperçus dans le ciel à compter de 20 heures. C'était beau, les médias dans le temps. Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là, ou qui n'est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Ce soir-là, vers 19h, les usagers de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure remarquent la présence d'un grand objet volant entouré de 7 ou 8 lumières ambre. L'objet est tout à fait silencieux et se déplace très lentement de l'édifice de la Bourse vers l'hôtel. Pour certains, l'apparition rappelle ces ovnis dépeints dans le classique Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Intrigués, ils en informent la direction de l'hôtel. Bientôt, la terrasse grouille d'une agitation particulière. Vers 20h, la direction de l'hôtel informe la police de la communauté urbaine de Montréal qui y dépêche une autopatrouille. L'agent François Lippé arrive sur place quelques minutes plus tard. Comme tous les témoins qui sont présents, il ne peut que confirmer la présence de l'objet. Ce dernier, à présent tout à fait immobile, est visible depuis maintenant près d'1 heure. Vers 19h30, un des policiers de mon groupe m'a appelé à mon poste pour me demander de me rendre sur les lieux parce que là, il pensait que c'était un événement assez spécial qu'il était en train de vivre. Il s'en allait là pour prendre un rapport de plainte quelconque, mais il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était assez inusité. Moi, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté la même chose que mon policier m'avait donné au téléphone comme information. Pensant ainsi trouver réponse à ces questions, l'agent Lippé contacte les contrôleurs des aéroports de Dorval et Mirabel. Malheureusement, les radars des 2 aéroports ne décèlent rien d'autre que des appareils du trafic régulier. En OSR, c'était bien difficile d'évaluer la hauteur. On savait que c'était quelques mille pieds là, à l'œil, mais on ne savait pas non plus exactement. Puis au téléphone, le contrôleur m'informe que sur le radar, actuellement, il y avait un cargo numéro XXX qui passait au-dessus du centre-ville. Puis effectivement, moi, j'étais à l'extérieur avec le téléphone sans fil et je voyais l'avion passer. Mais l'avion passait sous l'objet. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, à quelle hauteur quel est ton avion? Fait qu'il dit à peu près 6400 pieds. OK? Mais j'ai dit, c'est quoi qu'il y a au-dessus? Fait que lui, il me dit, ben, j'ai rien. Lui, il n'y avait aucune apparence sur son radar, comme quoi il y avait quelque chose d'autre que l'avion qui passait. Si les appareils radars de l'aviation civile ne détectent rien, peut-être que ceux de la base militaire de Saint-Hubert avaient-ils repéré cet objet étrange. Au terme de leur entretien, l'agent Masson a la conviction que le contrôleur lui a caché certaines informations. À ce moment-là, il y avait le mille de la Gauchetière qui était en construction, qui avait déjà, lui, ses tours, puis tout le système là, de grues pour monter les marchandises. Lui, il y avait beaucoup de grosses lumières blanches là, pour éclairer le chantier de construction. L'agent Masson ordonne donc que l'on fasse éteindre ces puissants projecteurs. Les grosses lumières se sont éteintes et puis l'objet est resté identique dans le ciel. C'était pas un reflet. Fait que là, j'étais encore de plus en plus sûr que c'était vraiment quelque chose de métallique qui était là, puis c'était très gros. Là, j'ai eu l'idée d'appeler à un moment donné au bureau de la Gendarmerie royale du Canada, qui était dans ce temps-là sur la rue Dorchester, à Westmount. Le ciel étant de juridiction fédérale, il existe à la GRC une procédure pour les cas de déclaration d'OVNI. Un agent fédéral fut donc dépêché à l'hôtel sans tarder. J'ai contacté les aéroports et les militaires. J'ai parlé avec le colonel en charge des opérations à la base de Saint-Hubert. On m'a assuré qu'il n'y avait aucune opération militaire en cours.
J'ai également vérifié avec les tours de Mirabel et de Dorval pour voir s'ils avaient quelque chose sur leur radar. Là encore, la réponse a été négative. Lui, il a appelé l'armée et lui, il avait probablement un code d'accès, je ne sais pas quoi, mais lui, il a été écouté comme faux. Puis, je vous dirais à peu près le temps d'un F-16 ou un F-18 là, qui part de Bagotville, qui passe au-dessus de la place Bonaventure, peut-être 14, 15, 16 minutes. On a entendu, on ne l'a pas vu, mais on l'entendait, avait très bien passé. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos, puis tout ça. Laroche, il est où? Vers 20h45, le chef de pupitre du quotidien Montréal et la Presse propose à Marcel Laroche de faire un saut à la place Bonaventure avant de terminer son quart de travail. Parallèlement, l'agent Luc Morin de la GRC contacte Environnement Canada, où on lui indique que l'épaisse couverture nuageuse à travers laquelle on peut voir l'engin fait entre 1000 et 1500 mètres d'épaisseur. Patins. C'était immense, parce que l'évaluation de la hauteur était entre 8 et 10 000 pieds. Puis c'était énorme au-dessus de nous autres. Puis c'était très haut. Puis juste pour un peu situer les téléspectateurs là-dedans, si, exemple, ça aurait eu à atterrir sur la Terre, là, si on prend, exemple, un stationnement, là, comme le stationnement de la place Versailles, là, je ne sais pas s'il y a eu assez de place pour que ça l'atterrisse puis que ça s'installe là, ou ça se stationne sur un terrain. C'était immense. Ouais. À cette grosseur-là... Vers 22h30, l'objet se déplace vers l'est de la ville. Revenant chez lui vers 23h, Pierre Caumartin va lui aussi apercevoir l'objet. J'ai vu un objet étrange, juste au-dessus de la tour illuminée du stade olympique. L'objet se déplaçait dans le même sens que moi, en direction est. Il paraissait très gros, et je suis sûr que ce n'était pas un dirigeable. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai jamais rien vu de pareil. Caumartin croit avoir affaire à un engin promotionnel bordé de puissants projecteurs. Promotionnel. Les lumières étaient très puissantes, très grosses. C'est à partir d'ici que j'ai commencé à entendre le bruit que faisait l'objet. C'était comme une modulation. C'était très rythmé. L'objet se déplaçait aussi de façon très étrange. Il demeurait immobile un instant, puis glissait d'un seul coup, un peu plus bas. Les photos prises ce soir-là par Marcel Laroche furent envoyées au Dr. Richard Haynes, spécialiste en optique pour le laboratoire Ames de la NASA. Ça entend qu'on voit pas grand-chose. Pas si Suite clair à des vidéos. l'analyse des négatifs de Laroche, le Dr. Haynes conclut que les lumières ne sont pas des reflets lumineux, mais émanent bien d'un objet physique à 3 dimensions. Il en ressort aussi que l'appareil évoluait à une altitude variant entre 1000 et 2700 mètres et que son diamètre était d'environ 540 mètres, soit l'étendue de 5 terrains de football. Patins. L'étude réfute donc l'hypothèse de l'aurore boréale ou d'un quelconque phénomène astronomique. Il est malheureusement impossible à ce jour de connaître le résultat des vols de reconnaissance des appareils F-18 de l'armée canadienne. De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil, rédigés par les policiers municipaux et par ceux de la GRC, sont devenus dès le lendemain officiellement inaccessibles. En effet, le 8 novembre, 2 agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire nord-américain, ont eu le mandat de rapatrier tous les constats disponibles concernant cette apparition dans le ciel montréalais. C'est sans plus d'explication que prit fin pour les Montréalais une des plus impressionnantes observations d'OVNI en sol canadien. Fallait
l'époque, le gouvernement canadien demandait à tous les agents de rapporter immédiatement toute observation d'OVNI, des météorites, des boules de feu aux représentants du Centre national de recherche régionale le plus près. Les agents devaient aussi aviser par écrit le Centre national. OK. Le rapport devait préciser l'heure, l'endroit, la durée, la forme, l'altitude, le mouvement de l'observation ainsi que les conditions Malgré de son météo. aspect spectaculaire, l'OVNI de Montréal, comme l'ont baptisé les médias, n'est pas unique. Au début des années 1990, de nombreuses observations d'OVNI ont été signalées au-dessus de Bruxelles, une ville d'1 million d'habitants, et de Mexico, qui, elle, compte 20 millions d'habitants. Mais dans tous les cas, le mystère demeure. Sommes-nous visités par des vaisseaux d'un autre monde? C'est dur en baptême pour moi là, d'aller dans le rationalisme. Ce que j'aimais, c'est qu'on voyait vraiment le point de vue d'où aurait passé cet engin avec, j'imagine que c'est des drones qui ont utilisé, qui ont filmé. Mais les témoignages sont quand même, tu sais, je peux les croire, ça m'a l'air crédible en masse. Ça avait pas l'air d'être des acteurs, là. Le chef de police, je pense qu'on le connaît. Moi, j'achète cette version officielle et la croyance que beaucoup de monde a que ça serait d'une autre planète. Regardons vite voir si on serait pas capable d'aller chercher des vidéos de cet événement en tant que tel. Il me semble que j'en avais mis un peu dans mon mystère voilé. Je me souviens même plus. En 90, c'est-tu vraiment ça? Et ça serait intéressant, bâton. C'était bien en 1990. Serait-tu l'affaire ici, là? Ville-Marie, place Bonaventure. C'est la Ville-Marie? C'est que je suis pas bon géographiquement. On va vérifier après. Ça s'éteint. Slow down. Oh. C'est ça que j'aime pas. On sait jamais. C'est un gros bulbe de lumière. On n'est pas trop sûr. Je suis pas mal sûr que ça doit pas être l'OVNI en question qu'on se parle là. Parce que, regardons. My father... It was a flare. Moi tout, je crois que ça serait un flare. Bref, continuons. On serait rendu au dernier mystère. Donc, Michel Dumont, tu nous pars ça. Let's go. Lorsqu'il est question d'OVNI, on a souvent l'impression que les meilleures histoires viennent des États-Unis. Oui? Aux Archives nationales du Canada sont compilées des observations étranges. L'une d'elles relate des événements survenus il y a près de 40 ans dans le port de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Le 4 octobre 1967, l'équipage du vol 305 d'Air Canada en direction de Terre-Neuve observe un groupe d'objets lumineux évoluant à 12 000 pieds d'altitude. Soudain, 2 explosions successives firent éclater la formation et l'un des objets prit la direction de la Nouvelle-Écosse. La suite des événements nous laisse encore aujourd'hui perplexes. En cette soirée du 4 octobre, vers 23h, Laurie Wickens et quelques amis roulent en direction du petit village de Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Soudain, Wickens fit remarquer à ses compagnons un objet dans le ciel qui semble se diriger directement vers l'Atlantique. Intrigués, les jeunes décident de se rendre jusqu'au promontoire de Irish Moss Plant afin de mieux observer l'objet. Arrivés sur place, Wickens et ses compagnons constatent que l'appareil perd de l'altitude. Il se trouve à 300 mètres du rivage. Les lumières amples visibles plus tôt autour de l'engin font maintenant place à une sorte de phare qui tourne. L'appareil finira par se poser sur les flots. Croyant qu'il s'agit d'un avion en détresse, Wickens décide de se rendre jusqu'à Woods Harbor, d'où il pourra prévenir la GRC cantonnée à Barrington Passage.
En 1967, il y a eu plus de 300 observations d'OVNI rapportées aux autorités militaires. À cette époque, c'était l'armée de l'air canadienne qui enquêtait sur ces incidents. Pour l'observation rapportée ici, les autorités ont demandé une recherche sous-marine. Si l'on remet ça dans son contexte au Canada en 1967, il y a eu 9 cas qui ont fait l'objet d'une enquête gouvernementale. Shag Harbor est le meilleur d'entre eux. Au bureau de la gendarmerie, c'est le caporal Victor Werbicki qui prend l'appel. Malgré l'aplomb du jeune Wickens, Werbicki reste indécis. Et s'il ne s'agissait que d'un canular de fin de soirée? La voiture de la GRC est arrivée à toute vitesse avec ses gyrophares en marche. La première chose que nous avons pensé, c'est qu'un avion s'était écrasé. Nous avons sauté dans nos voitures et suivi celle de la GRC jusqu'au Irish Moss Plant. Un peu avant minuit, l'agent Werbicki se rend lui aussi au promontoire de Irish Moss Plant. Wickens n'avait pas menti. Quelque chose flotte bel et bien à la surface de l'eau, mais pour combien de temps encore? Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait déjà une voiture de police. Nous sommes restés là à observer l'objet pendant 4 ou 5 minutes. Puis la lumière s'est éteinte. A-t-elle plongé sous l'eau? Est-elle allée ailleurs? Je l'ignore. Cette chose a disparu sous l'eau, ou bien de son propre gré, ou bien parce qu'elle a coulé. À ce moment-là, personne ne pensait à un ovni. On croyait plutôt qu'un avion s'était abîmé en mer. On s'inquiétait sur le sort des survivants ou s'il y avait des victimes. La GRC a alors réquisitionné 2 bateaux de pêche pour aller voir s'il y avait des survivants ou des débris, quelque chose du genre. À la demande de la GRC, Bradford Chang et Lawrence Smith, 2 pêcheurs de la région, se rendent sur les lieux du naufrage. Pendant près d'1 heure, les 2 hommes sillonnent la baie, mais ils ne trouvent rien, ni épave, ni survivants. Vers minuit 45, un patrouilleur des gardes côtières informe les 2 pêcheurs qu'aucun avion commercial ou privé n'est porté manquant. Dans les heures qui suivent, 6 autres bateaux de pêche vont se joindre aux recherches, mais en vain. L'objet tombé dans la baie de Shag Harbor n'a apparemment laissé aucun débris. Toutefois, aux environs du point de chute, les chercheurs naviguent dans une étendue de mousse jaunâtre qui dégage une forte odeur de soufre. Nous avons cherché toute la nuit jusqu'à ce que les plongeurs de la GRC prennent le relais le lendemain matin. Nous sommes restés là encore toute la journée. On espérait trouver des débris ou quelque chose dans l'eau, peu importe de quoi il s'agissait. Mais nous n'avons rien trouvé. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au lundi suivant. Elles avaient débuté le mercredi soir, sans résultat. On a alors abandonné. Les autorités n'ont jamais nié qu'un ovni avait plongé dans la mer. Elles ont simplement dit qu'elles n'avaient rien trouvé. Malgré l'absence de preuves matérielles, les autorités canadiennes prennent l'affaire très au sérieux. L'incident est même communiqué aux enquêteurs du projet Colorado, une commission d'enquête sur les ovnis parrainée par l'armée de l'air américaine. Nous n'avons aucun doute que cet objet a été suivi au radar. Pour l'instant, nous ne pouvons que nous appuyer sur des éléments anecdotiques ou faire des associations. Il est clair que ce soir-là, quelque chose s'est amené au-dessus du Canada, faisant route vers Shag Harbor. Mais nous ne pouvons pas le prouver. J'ai la preuve que quelque part, il y a eu ingérence. Je ne suis pas de ceux qui croient à une vaste conspiration, mais il y a toujours des règles non écrites entre les diverses agences. C'est un sujet sensible. Souvent, les autorités prétextent la sécurité nationale pour se justifier. Je pense qu'ici, il serait plus juste de parler d'insécurité nationale. Certains jouissent d'un budget important pour assurer l'étanchéité de notre ciel, de nos systèmes de défense et de nos océans. Et ces gens n'aiment pas devoir dire « nous ne savons pas ». L'affaire Shag Harbor va tomber dans l'oubli pendant un quart de siècle. Puis en 1993, Chris Stile, lui-même témoin de l'incident de 1967, entreprend de réenquêter l'affaire avec l'aide financière d'un réseau de télévision américain.
En 1995, Paramount Television et l'émission Sightings ont accepté de financer une recherche sous-marine. L'opération que j'ai proposée, d'une durée de 4 jours, consistait à quadriller le fond marin avec des radars latéraux, des scanners de profondeur, des magnétomètres et des plongeurs. L'idée était de retourner sur les lieux originaux de l'incident. Pour être honnête, nous n'avons absolument rien trouvé d'anormal, mais je ne suis pas découragé par ces résultats. Cette affaire a été confirmée à tous les niveaux, que ce soit par la présence des militaires ou l'importante documentation qui en a découlé. Tous les indices prouvent qu'il s'agissait bel et bien d'un ovni. La question que l'on doit se poser est comment un objet de 20 mètres de diamètre a-t-il pu disparaître? La mer est peu profonde à cet endroit. Pourtant, l'objet n'a laissé aucune trace. C'est un mystère. C'était il y a 35 ans. Mais pour moi, c'est comme si tout cela était arrivé hier soir. Je n'ai rien oublié. Tous les détails de cette soirée sont encore frais à ma mémoire. Je ne sais pas ce que c'était. Personne ne me fera dire qu'aucun objet ne s'est posé sur l'eau parce que je sais que c'est vrai. Les policiers de la GRC l'ont vu. De 12 à 15 personnes l'ont vu aussi. J'y étais avec mon père et mon oncle. Nous savons que quelque chose s'est posé sur l'eau. Mais quoi, nous l'ignorons. En 2001, Chris Style et Don Ledger, deux ufologues de la Nouvelle-Écosse, ont publié Dark Object, un livre retraçant les événements de Shag Harbor. Des événements uniques dans l'histoire du Canada et à ce jour, toujours inexpliqués. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance? Yes, mon Michel. Ouais, ben la gang, c'était Dossier Mystère. Hey, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. N'oubliez pas de donner vos commentaires. Je veux savoir si vous aimez ça. Est-ce que vous aimeriez que je le coupe en segment de 15 minutes? Ça se peut que ça se fasse aussi. Est-ce que vous aimeriez aussi que je parle de qu'est-ce qui est en train d'arriver en ce moment dans le monde? Je pourrais peut-être avec vous regarder certains live comptes, soit de cas de victimes. On pourrait regarder aussi des conférences de presse de différents pays. Bref, j'aimerais séparer les deux. J'aimerais avoir ça ici, où est-ce qu'on pourrait vraiment chiller là, et vraiment écouter Dossier Mystère and chill, comme on dit. Et ça pourrait être une partie pour ceux qui sont tannés, parce que j'ai vu beaucoup de personnes être tannées vraiment de tout ce qui est en train d'arriver. Donc on pourrait faire ça ici d'un bord, et on pourrait tout simplement de l'autre essayer de parler du plus de choses possibles aussi en séparant les deux. Comme ça, ceux qui veulent le regarder, le regardent. Ceux qui ne veulent pas, le regardent pas. J'étais en train d'avoir une toune bizarre dans mes oreilles. Une chance, j'ai arrêté le son. Mais bref, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez, la gang, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais pour terminer vous dire, faites attention à vous, suivez les directives de votre gouvernement, surtout au Québec ici. Je sais qu'en France, ça commence à pas être beau la situation. Faites attention à vous. S'il faut rester à la maison, essayez d'éviter les foules en ce moment et take care, guys. On se revoit dans un autre épisode de Mystère Voilé, Dossier Mystère and Chill et peut-être plus. Si ça pogne, manifestez-vous. See ya tout le monde.